François Bayrou, j'aurais commencé avec cette actualité à l'instant. Donc on attend les chiffres définitifs, ils seront affinés dans les minutes, les heures qui viennent. 96,28% en Nouvelle-Calédonie. Pour le non à l'indépendance au cours de ce référendum, quel est votre commentaire sur ce résultat? Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'était un engagement d'organiser 3 référendums à la suite les uns des autres et que les 3 ont répondu non, le 3e avec l'abstention de ceux qui étaient pour l'indépendance. Mais si vous faites un peu de calcul mental, c'est presque 100% des voix parmi les combien 40-45% qui ont voté, ce qui veut dire que le rapport de force n'a pas changé. Ceux qui sont contre l'indépendance, pour le lien avec la France, demeure majoritaire ou légèrement majoritaire en Nouvelle-Calédonie. Et de ce point de vue-là, ça permet de régler une question qui était posée depuis longtemps. Quel était le rapport de force? Après, on n'est pas du tout au bout de cette question. Une question très importante. Oui, quel type de lien peut-il y avoir entre un pays aussi précieux pour la France et pour qui la France est aussi importante? Il y a une forme de consensus, M. Bayrou, sur le fait qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie reste française. Je parle dans la classe politique. Mais il y a eu des attaques très vives contre Emmanuel Macron de la part de l'opposition qui lui a reproché en fait, de ne pas vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps et de le laisser comme ça un peu de côté. Je crois que tout cela, ce sont des polémiques, mais des polémiques sans intérêt majeur. Pourquoi le président de la République n'a pas pris la tête d'un des clans? Parce que sa responsabilité est d'être le président de tous, y compris de ceux qui voudraient cette évolution du statut, et deuxièmement parce qu'il ne voulait pas transformer un référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en un référendum pour ou contre le président de la République. Et franchement, donc il a raison. Je trouve ça judicieux et juste du point de vue du rapport entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Donc il a eu raison, pardon, oui. J'insiste. Oui. Oui. Dans quelques instants, nous allons évidemment vous interroger sur cette campagne présidentielle qui s'ouvre. Il y a beaucoup de choses à vous demander, mais juste avant ça, parce que vous êtes aussi un élu local des Pyrénées-Atlantiques, maire de Pau, est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner ce matin de l'état dans lequel se trouvent les Pyrénées-Atlantiques, qui ont été très durement touchées par les intempéries de ces dernières 48-72 heures? Il y a eu des concentrations d'inondations, de précipitations extraordinaire au sens propre du terme. La vallée d'Ossau dans les Pyrénées a reçu 185 mm d'eau en 24 heures. Et ça a fait évidemment des inondations. La solidarité de l'ensemble des communautés béarnaises s'est exprimée. On a mis à disposition du matériel. Très importantes ont été aussi les problèmes du côté du Pays Basque. Et du côté de Bayonne, par exemple, on a évité le pire. Gérald Darmanin était sur place hier soir. Encore un mot pour dire que l'état de catastrophe naturelle a été déclaré. Il y a toujours une angoisse, M. Bayrou, de la part des sinistrés, d'être sûr d'être pris en charge, accompagnés, pas abandonnés par les pouvoirs publics. Ils ne le seront pas. Vous leur garantissez qu'ils ne le seront pas? Ils ne le seront pas. C'est la loi, ce sont les décisions du gouvernement. Et ce sont les mécanismes de solidarité qui jouent dans un pays comme la France et qui sont absolument essentiels pour notre projet national. Donc ils ne le seront pas. Et on a fait beaucoup de travaux. J'ai eu autrefois la responsabilité d'être président du Conseil général, on dit aujourd'hui le Conseil départemental dans les Pyrénées-Atlantiques. On a fait beaucoup de travaux pour le ralentissement de l'évacuation de l'eau, pour le fait qu'on puisse mettre en place des protections contre des inondations. La Nivelle, la Nive au Pays Basque ont été protégées, mieux protégées. Et l'inondation là-bas n'a pas eu lieu aussi gravement qu'on pouvait le craindre. Allez, la politique maintenant. Nous sommes ce dimanche à 119 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Autant dire que c'est quasiment rien et que le temps va passer extrêmement vite. Mais il s'est passé quelque chose, François Bayrou, c'est qu'on l'a bien vu. Valérie Pécresse est donc la candidate, celle qui a remporté la primaire des Républicains, la présidente de la région Île-de-France. Elle dit qu'en fait, elle voulait, avec cette candidature, éviter l'immobilisme et l'extrémisme, je la cite. Est-ce que, d'abord, vous dites, c'est une bonne nouvelle, la droite est de retour?
Je n'ai jamais cru que la solution du pays, c'était droite contre gauche. J'ai jamais changé d'avis sur ce point. On voit l'état de désarroi de la gauche et ce que vous appelez droite, c'est un tiers des voix d'opposition sur la droite du président de la République. Et avec des affrontements extrêmement lourds entre ces trois tendances. Après, le fond de l'affaire, c'est est-ce que ces projets sont, réellement différents de ceux du président de la République ? Et si vous prenez l'histoire des dernières années, vous verrez que cette question se pose. Donc il n'y a pas de différence fondamentale, selon vous, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, pour dire les choses? Bon, il y a des différences. Je vais en pointer une. Économique, quand même. Je vais en pointer une économique, précisément. Il y a des différences, mais si vous regardez les prises de position des uns et des autres dans les 4 dernières années, ce que disent d'ailleurs souvent les adversaires de Valérie Pécresse, c'est que le moins que l'on puisse dire est qu'il y a eu des hésitations. Hein. Donc ça veut dire par déduction, pardonnez-moi, mais qu'Emmanuel Macron est de droite? En rien. Valérie Pécresse, elle n'est pas de gauche, donc elle est de droite. Donc oui, je veux dire, c'est... vous ne pardon, je ne veux pas vous faire de la peine. Hein, non, mais je vous en prie. Mais vous ne m'enfermerez pas dans ce dilemme-là ou cet affrontement-là. J'ai toujours été, depuis le premier jour de mon engagement, et sans manquer un seul jour, partisan du pluralisme en France. Et pour qu'il y ait le pluralisme, il faut qu'il y ait un centre. Et il faut que ce centre soit fort et original, différent de ce que vous appelez droite, et qui est extrêmement divisé, et de ce que d'autres appellent gauche. Est-ce que c'est une bonne candidate, Valérie Pécresse ? Les militants LR et quelques autres ont dit que oui, donc je suis comme le président de la République, je prends les concurrents comme ils viennent. Mais j'ai une différence fondamentale. J'ai regardé le programme de Valérie Pécresse, je connais ce programme, grosso modo c'est le programme de Fillon, avec un peu plus, un peu moins un peu plus d'appel à la dépense et un peu moins de suppression d'aide aux Français. Mais je pense que ce programme est faux. Parce que ce que demande Valérie Pécresse, c'est qu'on coupe dans les dépenses publiques, qu'on supprime 250 000 fonctionnaires. Faudra nous dire où, parce que dans le même temps, elle demande qu'on crée des emplois de fonctionnaires et qu'on intervienne de manière extrêmement dure sur les retraites, sur les allocations des Français. Je crois que cette manière de voir les choses, qui consiste à couper a priori dans tout ce qui fait le contrat social, n'est pas une bonne manière. Et ce que je préconise, moi, c'est qu'on pose la question à l'envers et qu'on se demande comment on peut produire plus pour soutenir le contrat social. La question n'est pas de couper, la question est d'avoir un meilleur équilibre entre ce qu'on produit et les ressources de l'État et ce qu'on dépense. Si on avait un pays dans lequel la production, c'est un des objets de la note que nous avons publiée, dans lequel la production, dans lequel l'efficacité de l'État, oui c'est vrai, l'efficacité, mais c'est le contrat social, je vais y revenir, mais c'est notre contrat, hein, l'école gratuite, la santé gratuite, la garantie chômage pour tout le monde, la retraite pour tout le monde garantie, cherchez un pays autour de nous qui est ça, vous n'en trouverez pas. Et donc, c'est l'idée que nous nous faisons du contrat social en France. La question, c'est, pour soutenir cette solidarité-là, nous ne produisons pas assez, nous ne développons pas assez le pays, et l'État n'est pas assez efficace au service de la société. On va revenir sur le commerce extérieur, mais et de la créativité. Notamment. Je ne parle pas que du commerce extérieur. Oui, mais on va y revenir parce que c'est l'objet de la dernière note. Mais simplement, il y a un autre argument que Valérie Pécresse met en avant dans sa campagne présidentielle, c'est une femme. Il y aura plusieurs femmes candidates et des femmes qui ont des chances de gagner. Est-ce que pour vous, vous dites enfin, ou est-ce que ça ne relève que du symbolique ? Ah non, ça ne relève pas que du symbolique. La question de la place des femmes dans la politique est une question essentielle.
puis-je vous rappeler que c'est la première fois qu'il y a un gouvernement où il y a plus de femmes que d'hommes. Mais autour du président de la République, il y a beaucoup moins de femmes, si je peux me permettre. Et toujours pas de femmes à Matignon, hein, c'est Emmanuel Macron. Et sur les en avait postes parlé. clés, ce sont des hommes. Oui, enfin... Bah oui. Mais ça peut être un argument de campagne. Oui. C'est un bon argument de campagne, une femme présidente de la République, ce qui n'est jamais arrivé. Moi, je ne fais pas de homme ou femme un argument. J'ai toujours travaillé avec des femmes. C'est absolument public. C'est ainsi que j'ai construit mes équipes. Nous avons 5 ministres au gouvernement, 4 sont des femmes. Et au poste clé, Jacqueline Gouraud, par exemple, est numéro 1 dans le classement de nos ministres. Pour moi, tout le monde sait ce que je pense. Je pense que les femmes sont assez souvent plus fiables que les hommes, plus engagées, désintéressées, assez souvent. Le contre-exemple existe aussi. Il y a vraiment des femmes politiques qui ont tous les défauts des hommes politiques et au-delà. La France est prête à choisir une femme pour la gouverner, vous pensez ? Oui, bien sûr, depuis longtemps. Pour moi, je ne fais pas de différence entre femmes et hommes dans l'engagement politique. Je fais la différence sur le charisme, la capacité à entraîner, les idées, mais je ne catalogue pas ainsi, sauf que je veille scrupuleusement à la parité. Monsieur Bayrou, la gauche est en difficulté, en tout cas dans les études. Pas un candidat de gauche est au-dessus de 10%. Ils sont tous là. Et dans cet étiage-là, refusent de se mettre d'accord sur une primaire populaire. Anne Hidalgo le souhaiterait, Arnaud Montebourg également. Les autres disent non. Est-ce que c'est une erreur pour eux peut-être, mais pour la démocratie et la tenue de cette élection présidentielle et son enjeu? Alors, 2 choses. 1, Anne Hidalgo, vous dites, le souhaiterait tardivement. Elle le souhaite aujourd'hui. Elle était contre il y a encore 15 jours. C'est simplement qu'elle cherche une porte de sortie à une situation qui est une impasse absolue, dans laquelle elle est enlisée, embourbée à 3% au dernier sondage. Et quand on pense que c'est le Parti socialiste, ça donne une idée de l'espèce de dévitalisation que ce courant connaît. La gauche est en train de disparaître, Permettez-moi de finir. Et ensuite, vous dites la gauche, je fais la même objection que je faisais tout à l'heure à Edwige Chevrillon. Les gauches. 3 gauches antagonistes et qui ne disent pas la même chose et ne veulent pas dire la même chose. Alors vous dites il faut qu'ils se mettent d'accord autour d'un candidat. Je ne crois pas que cela puisse se faire sans abandonner l'essentiel de ce qui fait l'engagement politique, c'est-à-dire ce qu'on croit. On n'est pas en politique simplement pour obtenir des scores aux élections, parce que ça se casse toujours la figure. La question est, que croyez-vous ? Qu'est-ce que vous avez en dedans de vous qui s'adresse au pays ? Quelle est votre vision ? Mais la vitalité démocratique, la vitalité du débat, M. Bayrou, elle ne nécessite pas d'avoir une ou des droites fortes, une ou des gauches fortes, autour d'un centre que vous souhaitez indépendant ? Si c'est le pluralisme, je suis d'accord. Oui, c'est la démocratie. Non, parce que ce qu'on a voulu nous imposer depuis des années, ça n'est pas le pluralisme, c'est la bipolarisation. C'est résumer le débat à droite contre gauche. Oui, il n'y a rien, pardonnez-moi, il n'y a rien de plus fallacieux, de plus menteur, de plus mensonger que cette présentation-là. Parce que je ne confonds pas les sensibilités de droite, je ne confonds pas les sensibilités de gauche. Nationaliste, on retombe dans une autre bipolarité. Mais je n'ai jamais utilisé le mot de progressiste de ma vie. Donc ce n'est pas le clivage actuel. Non, ça n'est pas le clivage actuel. Les clivages sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus profonds que cela. Et celui que je vous ai indiqué, c'est-à-dire optimiste contre pessimiste qui décourage le pays. On peut maintenir notre niveau de contrat social à la condition qu'on se décide à produire, à la condition qu'on se décide à rendre
un pays qui est aussi avancé en matière technologique, scientifique, capable de produire les meilleurs ou parmi les meilleurs satellites du monde, les meilleures fusées du monde, les meilleurs avions du monde, les meilleurs sous-marins du monde, y compris nucléaires, des centrales de production d'électricité comme il n'en existe que peu dans le monde. Comment ce pays-là n'est-il plus capable d'équilibrer son commerce extérieur ou sa protection sociale? Monsieur Parce Bayrou, que c'est ça la véritable Monsieur question. Bayrou, vous parlez du pessimisme. Alors, j'imagine que comme Emmanuel Macron, vous faites en creux allusion à Éric Zemmour. Il est désormais candidat à l'élection présidentielle. Après avoir eu une trajectoire ascendante un peu inédite sous l'histoire de la Ve République, il y a eu une forme d'érosion, puis une stabilisation. Il y a eu d'autres trajectoires ascendantes. De cette puissance-là, de la vie de tous, en tout cas, elle est inédite. Emmanuel Macron. Je ne juge pas de sa qualité, j'observe juste la Oui, courbe. puis peut-être en 2007, il y en avait En d'autres. revanche, il y a un fait qui est certain, Monsieur Bayrou, c'est que tout le monde va débattre avec Éric Zemmour. Tout le monde propose à Éric Zemmour de débattre. Le dernier en date, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui l'a fait. Est-ce que vous iriez débattre avec Éric Zemmour? Si la question se pose, on l'examinera. Mais c'est pas ça mon reproche à Éric Zemmour. C'est un reproche que je fais d'ailleurs à des responsables politiques divers depuis longtemps. Il y a deux attitudes lorsque vous êtes engagé en politique, notamment pour l'élection présidentielle. Soit vous décidez de organiser l'affrontement entre les Français, en désignant des ennemis, des adversaires, des gens à abattre, et en les désignant, ce qui est encore plus grave de la part de Zemmour, sur leur origine, sur leur religion. Et si on n'a pas étudié l'histoire de France sur ce que donnent les guerres de religion, alors on n'a rien compris à l'être profond du pays. J'ai moi-même écrit beaucoup sur Henri IV et sur les guerres de religion. Je sais de quoi je parle et comment il le on sait a fait. priori aussi, puisque beaucoup ont dit que la Reconquête, le nom de son parti, était une allusion à la Reconquista, donc c'est la reprise Oui, de la je l'ai péninsule dit ibérique moi-même. sur les musulmans. Oui, ben vous voyez, c'est le pire de ce que vous illustrez, ce que Oui. je trouve insupportable dans cette démarche-là. Il n'existe aucune expérience dans le monde, écoutez bien ce que je dis, aucune expérience dans le monde dans laquelle une démarche politique organisant l'affrontement à l'intérieur d'un pays, entre des communautés, des cultures, jamais ça n'a conduit un pays au mieux. Ça a toujours été une catastrophe absolue. Ça a toujours conduit au pire. Et prétendre qu'on connaît l'histoire et choisir cette voie-là, pour moi, c'est manquer simplement à sa vocation d'homme, même pas à sa vocation de politique, à sa vocation d'homme et à sa vocation de père de famille, parce que vous conduisez le pays vers le pire. Et ce que j'apprécie chez le président de la République, c'est que lui n'est pas sur cette ligne-là. Il n'est pas sur la ligne d'affrontement des Français. Il est sur la ligne de la réunion et du rassemblement des Français. Monsieur Bayrou, nous revenons en direct pour la suite de BFM Politique dans quelques secondes. À tout de suite. François Bayrou est l'invité de BFM Politique ce midi. Ça n'est un secret pour personne, Monsieur Bayrou. Vous êtes extrêmement C'est un proche secret pour personne que je d'Emmanuel Macron. Oui, bah là c'est public. Mais ce qui est public aussi, c'est votre proximité avec le président de la République, qui sera très vraisemblablement candidat à sa réélection. Est-ce que vous faites partie des gens qui estiment qu'il doit, comme d'autres avant lui, attendre le plus tard possible pour déclarer sa candidature? Quand vous êtes président, si François Mitterrand, si vous aviez posé la question à François Mitterrand, il vous aurait fait cette réponse exactement. Quand vous êtes président de la République, vous avez des responsabilités qui tiennent à votre fonction. Et ces responsabilités sont plus importantes que tout. Le temps de la campagne viendra, et il viendra à son heure. C'est-à-dire quand? Si je me souviens des déclarations de candidature de François Mitterrand, c'était ultime minute. Hein. C'est quelques heures seulement avant. Là, la date de dépôt pour le Conseil constitutionnel, c'est le 6 mars, je crois. Donc bon. Oui, je pense qu'il se prononcera avant. Vous avez envie de faire partie de l'équipe vraiment qui va l'accompagner au plus près, ou est-ce que ça n'est plus votre place? Non, la question des équipes politiques, ça n'est pas des questions de nomination et de choix. Non, là, je vous parle d'envie. C'est des questions de lien. Moi, je suis engagé. Et je n'ai jamais cessé une minute d'être engagé.
depuis que je suis entré dans le militantisme, dans l'adhésion à un courant de pensée dont je n'ai jamais changé, pas une seule fois en beaucoup d'années. Depuis que je suis entré, ma philosophie ou ma vision des choses est toujours la même, c'est je ferai tout ce que je peux faire pour aider au succès de ces idées, de cette vision du monde. Et en l'occurrence, s'il se décide dans ce sens, pour aider au succès de cet homme qui a assumé depuis 5 ans les chocs les plus rudes et en défendant la place de la France. Si vous préparez la campagne, vous préparez aussi la suite avec la fameuse maison commune, Ensemble Citoyen. C'est une manière de préparer l'après-macronisme, puisqu'il n'y aura pas de mandat Macron 3. C'est aussi une manière de préparer votre avenir à vous. Vous en avez toujours un. Alors, il y a plein de questions dans votre question. J'en prends une. Il y a des gens, nombreux, qui pensent que si le président de la République est réélu, c'est la fin de sa carrière politique. Je n'appartiens pas à ce groupe d'analystes brillants. Ma vision est tout à fait différente. S'il était réélu, Emmanuel Macron, à la fin du quinquennat, aurait 48 ans, quelque chose comme ça. Ça n'est pas l'âge de la retraite. Mais il ne pourra pas faire un 3e mandat. Ah, pas tout de suite, en tout cas. Il y a une il subtilité ne pourra constitutionnelle. Pas tout de suite. Avoir un 3e mandat de suite. Consécutif. Mais étant donné la place que désormais il a prise en France, en Europe et dans le monde, dans ce courant central que j'appelle démocrate, étant donné cette place, je pense que sa voix comptera. Et qu'il sera, pour les Français qui s'intéressent à l'avenir de leur pays, qu'il sera un repère. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'Ensemble Citoyen, qui est ce rassemblement de toutes les forces qui veulent soutenir le président de la République et de toutes les forces qui demain veulent constituer un grand courant organisé de la vie politique française. Est-ce que Ensemble Citoyen le prépare? Oui, c'est ça le but, Ensemble Citoyen. Et cette étape de rassemblement, elle est nécessaire et nous avons pris toutes les dispositions et toutes les règles pour qu'on puisse aller de l'avant si on le souhaite. Je vais le dire mieux, pour que ceux qui veulent aller de l'avant puissent le faire. Pour que ceux qui peuvent se réunir, qui veulent se réunir, puissent le faire. C'est très important parce que, comme vous voyez, l'effondrement de tous les courants politiques dont nous avons parlé, de la gauche la plus à gauche à la droite la plus à droite, oui. L'effondrement de tous ces courants politiques appelle une nouvelle forme d'organisation. Juste à titre personnel, Monsieur Bayrou, vous avez été très proche d'accéder au second tour de cette élection. C'est quelque chose que vous avez mis derrière vous, ou est-ce que vous dites qu'il ne faut jamais dire jamais? Monsieur Boursier, je n'ai jamais rien mis derrière moi. Très bien, c'est clair. Parce qu'au moment où vous mettez quelque chose derrière vous, ça veut dire que vous fermez, que vous tournez la page, que vous fermez un acte de votre vie, que vous passez à autre chose qui est distant, qui est lointain. Je ne suis pas fait pour le distant, je ne suis pas fait pour le lointain, je ne suis pas fait pour tourner les pages. Je suis fait et j'aime ce qui dure, les engagements qui durent. Et quand on voit les problèmes du monde, hier, aujourd'hui et peut-être demain, alors on sait que la vie peut vous pousser à avoir des prises de risques et des responsabilités. Donc jamais tourner de page. On a compris le message, enfin plus ou moins quand même, parce qu'on s'interroge sur comment est-ce que vous voyez Emmanuel Macron avoir une 3e présidence, mais enfin ça c'est, à mon avis, on aura le temps d'en parler. Excusez-moi, c'est pas ce que j'ai dit. Comme vous l'avez dit à très juste titre, la Constitution fait qu'il ne peut pas y avoir de 3e mandat. Ça n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que ceux qui croient qu'il disparaîtrait de la vie politique française, simplement parce que il ne pourrait pas se présenter une 3e fois, cela, à mon avis, se trompe. Il y a quand même l'élection présidentielle, mais après il y a un autre enjeu, évidemment. Parce qu'il y a... Pardonnez-moi, je finis ma question, si vous permettez. Une demi-phrase, et après je... D'accord. Parce que je trouve que l'expérience est indispensable pour faire
les hommes d'État et les hommes d'histoire. Avoir traversé des choses difficiles, c'est vital pour ce type de fonction. Oui. Et donc je ne crois pas que la parenthèse se fermerait. Les législatives. Oui, les législatives. Juste quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il n'avait pas l'expérience, en l'occurrence. On va parler des législatives. Législatives, François Bayrou, parce que c'est un moment très important. Il avait un peu d'expérience. Un tout petit peu. Après la présidentielle. Tout petit peu. Il avait été ministre de l'économie, il avait été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Vous faites des petits peu avec des choses conséquentes. Les législatives. Est-ce que vous redoutez que dans cette maison commune, que le MoDem, les élus du MoDem se fassent laminer peut-être par La République En Marche, par Édouard Philippe, et puis surtout qu'ils se fassent aussi laminer par le retour des Républicains, qui est une véritable organisation militaire quand il s'agit des législatives. Madame, est-ce que vous avez obtenu des garanties, quelque chose, Madame, François Bayrou, cette fois-ci, du reste? Dites-vous une chose, je ne redoute jamais rien. Je ne suis pas fait comme ça. La peur n'est pas ma manière d'être. En revanche, je me bats. J'organise les choses. Et là, vous êtes en train de vous battre parce qu'il y a quand même les investitures. C'est un point très important pour un parti. Il n'y aura, à mon sens, pas de difficulté d'investiture. Il y en a eu la dernière fois. Ouais. On les a traités par une explication publique, comme on dit au rugby, virile mais correcte. Et il n'y aura pas de problème de cet ordre. Peut-être on ne se rend pas compte. Toutes les majorités, sans exception, sur les derniers quinquennats ou périodes présidentielles, toutes les majorités se sont divisées, affrontées, méchamment opposées entre factions à l'intérieur de la majorité. Ça n'a pas été le cas. Là, il faut faire de la place à Édouard Philippe. Ça n'a pas été le cas. Monsieur Bayrou, le pic de la 5e vague est là, c'est Olivier Véran qui le dit ce matin dans la presse, avec tout de même la crainte que ce pic soit un plateau. Chez les enfants, en revanche, les taux d'incidence sont en train d'exploser. On est à 1000 pour 100 000 chez les 6-10 ans. Jean Castex estime que les vacciner est nécessaire. Et c'est un débat qui est hautement explosif dans le pays. Quelle est votre position ? D'abord sur l'évolution de l'épidémie, j'ai la chance de pouvoir suivre au jour le jour, j'allais presque dire heure par heure, l'évolution de l'épidémie à Pau. Et c'est vrai que nous semblons avoir passé le sommet de la courbe. On était monté à 11% de taux de positivité et on est redescendu à 9,5% en 4 jours. Donc c'est fascinant d'ailleurs de voir comme ces courbes sont logiques. Elles montent, elles paraissent être exponentielles. Alors puisque vous suivez ça quotidiennement au sujet des enfants, Monsieur Bayrou, est-ce qu'il faut les vacciner ? Permettez-moi de rappeler ce que j'ai déjà dit sur votre plateau. La pire crainte qu'on puisse avoir pour cette épidémie, c'est qu'elle se mette à atteindre les enfants de manière grave. Pour l'instant, ils sont très atteints en nombre, mais pas de manière grave. Et ma hantise, c'est celle-là. Deuxièmement, c'est aux autorités médicales de dire s'il faut vacciner et si le vaccin est utile à cet âge-là. En tout cas, il y a une chose que je sais. J'ai une fille urgentiste et je vois très bien son découragement. Tous les gens, tous les femmes et hommes, y compris jeunes, qu'elle a en charge, sont tous des non-vaccinés, à 90 ou 95%. Et qu'on entretienne dans le pays, que des gens s'ingénient à entretenir dans le pays l'idée que, au fond, on peut se passer de la vaccination et que même la vaccination... C'est criminel. Ce sont des gens qui engorgent l'hôpital. Est-ce que l'hôpital risque de craquer, selon vous ? On voit les plans blancs se multiplier dans le pays. Oui, en tout cas, il y a des risques très importants. Mais si nous atteignons le sommet de la courbe, et si nous passons les 15 jours qui viennent, puisque c'est à peu près le délai, les 15 jours entre l'infection virale et l'hospitalisation, alors peut-être allons-nous connaître un répit.
Monsieur Bayrou, juste avant de vous interroger au sujet de la dernière note en date du Haut Commissariat au Plan, un sujet d'actualité. La parole se libère enfin. Enfin. Une des jeunes femmes qui met en cause, Nicolas Hulot, a décidé de porter plainte. Je m'adresse aussi à l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. La question de la prescription est un sujet central dans notre démocratie, mais aussi dans la façon dont ces sujets sont traités. Est-ce qu'il faut regarder à nouveau le sujet de la prescription? Je précise qu'il a évolué avec le temps et qu'il a été porté à 30 ans pour les cas de viol sur mineurs par le gouvernement actuel. Franchement, si vous supprimez la prescription dans un ordre juridique et judiciaire, vous allez à des catastrophes considérables. Ça n'est pas gai de constater que des actes inqualifiables, je ne parle pas de cela, je n'ai aucune information, mais c'est pas gai de constater que des actes inqualifiables sont prescrits. Mais si vous n'avez plus de prescription, alors il n'y a plus de vie en société possible. Et donc je pense que ce sujet doit être traité avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Edwige. On parle de, vous êtes haut commissaire au plan et vous avez publié une note notamment sur le commerce extérieur français où vous tirez la sonnette d'alarme parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que notre commerce extérieur est largement déficitaire. S'effondre totalement pour atteindre une situation dramatique, 75 milliards grosso modo, c'est le chiffre que vous citez, notamment par rapport à l'Allemagne, notre partenaire pourtant, partenaire industriel. Pourquoi on est dans cette situation-là? On va pas refaire, on n'a pas le temps, mais pourquoi c'est une absence de prise de conscience de la part des dirigeants politiques? Oui. Et c'est en train de changer. Bah, ça s'arrange pas. La courbe ne s'inverse pas. Oui. Oui. Donc ça s'arrange. J'ai été interrogé sur la prise de conscience. Oui. C'est en train de changer. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a considéré pendant longtemps que ce n'était pas grave. On a pensé pendant longtemps que ce qui comptait en économie, c'était la bonne santé des entreprises. Et personne n'a regardé la bonne santé du pays. La bonne santé de la communauté économique que nous formons ensemble. Et on a des succès qui sont inouïs. Mais sur lesquels on s'est trop reposé. Et on est incapable de traiter les choses du quotidien. Et c'est l'inspiration de cette note que je replace dans le contexte que je décrivais au début. Nous sommes un pays qui a un contrat social extraordinairement solidaire, extraordinairement généreux, comme il n'y en a aucun, ou quasi aucun dans le monde. Mais ce pays-là ne va pas pouvoir soutenir le contrat social s'il ne part pas à la reconquête des bases qui permettent de le financer. Comme vous dites, c'est des bases qui permettent de produire. Oui. Je reprends des absurdités que vous soulignez dans la note. Nous sommes, la France, le premier exportateur mondial de pommes de terre, mais nous importons des chips. Nous exportons énormément de bois, mais nous importons les matériaux de construction, nous importons des meubles de maison. On connaît des célèbres marques étrangères de meubles de maison. À qui la faute? Est-ce que c'est une absurdité de la mondialisation, quelque part? Je crois que la responsabilité, s'il y en a une, est celle des principaux prescripteurs dans l'opinion française qui se sont résignés, comme je le disais, à penser que l'important c'était les entreprises. Et que les choix que faisaient les entreprises, si elles étaient pour leurs bénéfices, c'était très bien. Personne n'a regardé depuis longtemps. Pardonnez-moi de vous dire, j'ai essayé d'introduire ce sujet dans le débat lors des élections présidentielles. J'ai fait une élection présidentielle autour de deux verbes, produire et instruire, parce que je pensais que c'était les deux sujets principaux. Mais à l'époque, ça n'intéressait personne. Et grâce en particulier au travail que nous faisons au commissariat au plan, alors on voit, nous avons isolé plus de 900 postes de produits qui sont déficitaires de plus de 50 millions chacun. Et il y a des postes alors vous en avez décrit un, voilà, peut-être vous pouvez dire en effet, comme dit Edwige, que la ratatouille, si on prend les 5 légumes qui composent la ratatouille... Nous ne les produisons pas chez nous. On a 700 millions de déficit sur la ratatouille. Et vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas produire des poivrons et de la tomate, tout ça est ridicule. Et ce que vous avez dit sur le bois et sur les pommes de terre, qui est en effet un des exemples que nous avons mis en exergue, ça n'est pas les seuls et de très loin. C'est très parlant. Mais ils parlent. Autrefois, à l'école, quand on était au collège, on apprenait ce qu'était
l'économie des pays sous-développés. On disait sous-développés à l'époque, on a changé en des termes plus pudiques aujourd'hui. L'économie des pays sous-développés, disait-on à cette époque, c'est vous produisez des matières premières qui sont achetées par des pays étrangers et ils viennent vous vendre des produits finis. Transformé. Eh bien, pour le bois, c'est exactement ça. Mais quelle suite pour ce constat fort? Vous faites le constat que la France a, à certains égards, l'économie d'un pays en voie de développement, donc c'est un constat très grave. Mais pas sur le haut de la pyramide, vous avez compris bien. Ce rapport va terminer au placard. Quelles suites vont être données? Vous faites des constats, mais quelle Non, je derrière? propose 2 démarches. La première démarche, c'est que l'État prenne la responsabilité de réunir, y compris les entreprises privées et les grandes entreprises, autant que les moyennes et les petites, en prononçant des appels d'offres, si j'ose dire, en disant sur tel produit, est-ce que vous avez une stratégie? Et qu'à ce moment-là, on fédère, on met autour de la table ce qu'on ne fait jamais. L'État annonce des décisions, mais le monde du privé y est totalement étranger. Il faut faire partager ce constat autant au privé qu'au public. Et cette fédération, cette capacité de fédérer les acteurs est très importante. J'ai fait une deuxième proposition. S'il y a vraiment des secteurs où nous n'avons pas les entreprises, alors réfléchissons à prendre des participations dans des entreprises étrangères pour implanter en France des unités de production. Mais l'État est déjà actionnaire de quasiment toutes les grandes entreprises privées en France. Eh bien, d'où Donc c'est, je sais pas, d'où l'efficacité qu'il peut avoir pour les convaincre. Et qu'on a oublié depuis très longtemps. Et quand je dis qu'on est en train de prendre conscience, le plan France 2030, le plan d'investissement France 2030 que le président de la République a dévoilé, et qui est pour moi un début, ce plan-là, il est un indice de la prise de conscience. On voit là que c'est en train de... Oui, à mon sens, il n'est pas encore suffisant. Moi, je pense que la dimension de l'investissement doit être plus importante. Mais je veux insister pour ceux qui nous écoutent, parce que les mots passent vite et les réalités, on les prend moins en compte. Investissement, ça ne veut pas dire argent perdu. L'investissement, ça n'est pas des subventions et des carnets de chèques qu'on paye. L'investissement, ça veut dire qu'on attend un retour sur investissement. Qu'on va développer des réseaux de production, des unités de production, une conscience nouvelle, et on a tous les moyens de le faire. Monsieur Bayrou, tiens, en parlant de produits français et d'une spécialité que vous connaissez très très bien, le foie gras. Le foie gras, il y aura du foie gras à la table de Bayrou pour Noël ou le jour de l'an? Je vais vous dire, je suis d'un pays qui adore le foie gras. C'est devenu un sujet tabou, vous avez eu une polémique. Hein, et moi un peu moins. Parce que peut-être j'en ai... Non, mais qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui a été lancée par le maire de Lyon, le maire de Bordeaux ou d'autres maires encore? Est-ce que c'était un mauvais procès fait à... Ce sont des maires écologistes. Hein. Maires écologistes, absolument. L'idée que tous les élevages sont des cibles est une idée désespérante, dangereuse et désastreuse. La France est un pays qui s'est illustré par son excellence dans ces domaines-là. Je ne suis pas pour qu'on supprime nos compétences d'excellence. Je suis pour qu'on veille au bien-être animal. Ça, c'est un très grand sujet. Oui, parce que c'est le gavage des oies et des canards qui est en cause. Oui, mais pour quelqu'un qui connaît le sujet comme moi, le gavage d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le gavage d'hier. Hein. Je puis vous assurer qu'aujourd'hui, ce gavage est doux. Il ne l'était pas autrefois. Je voudrais vous entendre sur un autre sujet, s'il vous plaît. En fait, c'est une petite question, mais qui n'est pas complètement un clin d'œil. Vous avez regardé Miss France hier, l'élection de Miss France? C'est Miss Île-de-France qui a été choisie. Vous ne l'avez pas regardé, donc je vous le dis, c'est Miss Île-de-France. Elle était d'ailleurs ce matin en direct sur BFM TV. Est-ce que vous avez suivi la polémique qui entourait ce concours de beauté, estimant pour certaines associations notamment que ce concours était rétrograde, qu'il était misogyne? D'ailleurs, les Miss candidates cette année avaient un contrat de travail. Dites-moi, s'il faut suivre toutes les polémiques qui se déclenchent, non pas jour après jour, mais heure après heure, sur tous les sujets... Voilà, il y a plus de 7 millions de téléspectateurs, donc c'est quand même un moment important, cathodique chaque année. Donc ça veut dire qu'un grand nombre de Français ne partagent pas ce type de prise de position qui vise à tout idéologiser. Tous les sujets,
tous nos modes de vie se retrouvent tout d'un coup passés au crible d'idéologies impérieuses qui veulent qu'on obéisse et qu'on se plie. Je ne partage pas cette démission. Voilà. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir accepté notre invitation ce midi dans BFM Politique. Merci Edwige. Merci Louis. Dans un instant, affaire suivante, Ronald Guintrange en compagnie de Dominique Rizet. Je vous retrouve à 18h. Donc comme chaque dimanche, notre débat à 18h entre Geoffroy Lejeune et Alice Coffin. Et à 19h, je recevrai un des hommes de la semaine. On a beaucoup parlé de lui, Arnaud Montebourg, sera mon avis. Bel après-midi, à tout à l'heure.